Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce séminaire sur les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, c'est pas vraiment récent, mais il n'y a que depuis quelque temps qu'on en parle, puisque, bah, vous le savez, vos entreprises seront sans doute concernées, soit obligatoirement, soit par bonne gouvernance. On y reviendra. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est d'abord de démystifier un peu la législation, le pourquoi l'Europe a mis ça en place, pourquoi la Belgique et comment la Belgique l'a implémenté, ou en tout cas l'a transposé. Et donc tous ces aspects seront présentés par Alexandra Scaillé, qui est avec nous, qui est juriste chez Legal PME, membre de la Chambre de commerce, qui voilà, rendent le droit plus compréhensible et plus design, comme vous pouvez le voir avec les slides. Ensuite, je reprendrai la parole pour vous présenter un peu ce que nous, en tant que Chambre de commerce, nous pensons de cette législation, la manière dont on en fera une opportunité pour les entreprises, puisqu'on a bien compris que, en tant qu'entrepreneur, vous aviez bien autre chose à faire que de vous occuper de certaines contraintes et que vous pouvez en faire des opportunités, que vous soyez moins de 50, plus de 50 ou plus de 250 personnes. Donc ça, ce sera pour après. Je vous présenterai aussi l'outil qui a été mis en place et puis nous terminerons par des questions et réponses si vous en avez. Voilà, je vais donc passer la parole d'abord à Alexandra pour la présentation un peu plus légale, cadenassée, sociale, euh, tout en design. Voilà, je te laisse la parole, Alexandra. Merci beaucoup pour cette introduction, Céline, c'est gentil. Euh, donc, on va, hop, je vais juste, voilà, passer à la slide suivante, voilà. Donc, je vais faire une petite présentation juridique, hein, comme Céline vous l'a dit. Je vous avoue, je vais pas faire toute la théorie non plus. Je vais pas rentrer dans les détails. Je vais vraiment vous donner les clés importantes en matière juridique par rapport à cette directive européenne sur les lanceurs d'alerte. Je vais essayer d'être le plus pratico-pratique et vous donner les informations qui vous intéressent. Dans un premier temps, je vais vous expliquer quel est l'objectif de cette loi lanceur d'alerte. Donc, effectivement, cette directive européenne a pour but de protéger toutes les personnes dans un contexte professionnel qui réalisent un signalement et donc éviter d'éventuelles représailles, leur fournir une certaine confidentialité, anonymat. On verra plus en détail qu'est-ce que ça recouvre concrètement, mais grosso modo, cette directive a pour objectif de protéger les personnes qui introduiraient un signalement, d'accord? Heu et qui est protégé concrètement? On a d'abord tout l'aspect, travailleurs, collaborateurs indépendants, des stagiaires, des étudiants, des intérimaires, donc vraiment toute personne qui travaille dans l'entreprise. On a aussi tout l'aspect plus, actionnaire, personnes de surveillance, administrateurs, donc vraiment plus, les membres des organes, des entreprises. Et ensuite, on a tout ce qui est en dehors de l'entreprise et qui est plus annexe, qui est, sous-traitants, fournisseurs. Donc voilà, on voyait que les personnes protégées, c'est relativement global, c'est vraiment large, donc c'est vraiment toute personne qui est en lien direct ou indirect avec l'entreprise. Quand je parle de lien indirect, et je ne l'ai pas mentionné ici, mais c'est important de le savoir, c'est que s'il y a potentiellement des personnes qui viennent en aide, d'un travailleur pour faire un signalement ou un proche d'un travailleur qui signalerait, par exemple. Donc, ces aidants et ses proches sont aussi protégés par la loi. Donc, il faut le savoir, c'est intéressant et à prendre en compte éventuellement. Ensuite, quelle est la protection concrètement des lanceurs d'alerte une fois qu'ils ont fait ce signalement? Pour peu qu'ils remplissent certaines conditions, on les verra ensuite, ils vont être protégés contre des représailles. Les représailles sont limitativement énumérées par la loi, bien évidemment, mais cette liste n'est pas limitative. Il peut y en avoir beaucoup plus et la notion est définie et relativement large. Mais par exemple, on peut avoir tout ce qui est vous ne pourriez pas licencier le lanceur d'alerte sur la simple base qu'il a lancé un signalement. Vous ne pouvez pas non plus le suspendre, vous ne pouvez pas réduire son salaire, lui refuser une promotion, modifier tout élément du contrat de travail tel que les horaires et le lieu de travail sont voilà, vraiment toutes des sanctions que vous pourriez lui infliger sur le simple
la simple base que, vous avez, il a lancé un signalement. Évidemment, soyons honnêtes, il y a évidemment il faut évidemment, dire que vous pourriez toujours licencier, votre travailleur même s'il fait un signalement, pour autant que la justification derrière, soit bonne, hein. L'objectif, c'est pas de donner l'avantage au travailleur en disant: «Ben voilà, j'ai fait un signalement, donc je suis protégé maintenant». Non, il faut évidemment remplir des conditions qu'on va voir ensuite, mais voilà, ça, c'est un point hyper important à avoir en tête aussi. Ensuite, il y a tout ce qui est lié à la confidentialité et à l'anonymat. Donc, c'est vraiment, la base, de ces dispositions légales. Donc, il faut vraiment s'assurer à tout moment de la procédure, de fournir une confidentialité et un anonymat, ou un anonymat, en tout cas, à la personne qui réalise le signalement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas divulguer, son nom si vous en avez, connaissance, hein. On parle de la confidentialité dans ce cas-là, où, vous devez en tout cas accorder la possibilité à votre travailleur ou à toute personne qui fait un signalement, de ne pas, divulguer son nom si elle ne le souhaite pas. Ça, ce sera un choix du lanceur d'alerte de donner ou pas son nom, mais en tout cas ici, en tout cas, le minimum est la confidentialité, l'idéal est l'anonymat. Mais voilà, en tout cas, vous devez laisser cette possibilité. Je vais dire, il y a quand même des règles légales à ce niveau-là. Si vous êtes une entreprise de plus de 250 travailleurs, l'anonymat est obligatoire. Vous devez obligatoirement le prévoir. Pour une entreprise de 50 à 250 travailleurs, la confidentialité suffit, mais encore une fois, l'anonymat est quand même mieux. Il y aura éventuellement plus de confiance de la part des lanceurs d'alerte s'il y a un anonymat possible. Voilà, ça c'est juste, une remarque, personnelle, à ce niveau-là. Il y a aussi une petite exception à tout ça, c'est que, si, on introduit un signalement et que pour, introduire ce signalement, récolter des informations, par exemple, il y a eu une infraction qui a été réalisée. Par exemple, un travailleur vient, en tout cas forcer la porte, du directeur pour fouiller dans les documents. Bah, clairement, il y a une infraction et là, la protection ne s'appliquera pas. D'accord? Ensuite, je vous en parlais, quelles sont les conditions à respecter? Donc un lanceur d'alerte, quand il, lance, l'alerte, il doit respecter toute une série de conditions et évidemment, s'il ne les respecte pas, il n'est pas protégé. 1, il faut faire un signalement qui rentre dans les procédures prévues. On verra par la suite, il y a 3 types de procédures prévues. S'il ne rentre pas dans une de ces procédures et qu'il ne respecte pas ces procédures, il n'est pas protégé. Les signalements doivent aussi rentrer dans un champ d'application qui est défini par la loi, mais qui potentiellement peut être élargi par l'entreprise. Mais il y a un champ d'application qui doit être établi. Si, le signalement et le sujet du signalement ne rentrent pas dans ce champ d'application, alors dans ce cas-là, il n'est pas protégé non plus. Ensuite, et l'élément le plus important selon moi, c'est que les motifs raisonnables, il a un motif raisonnable de croire que ce qu'il dit ou les éléments qu'il communique sont vrais au moment où il signale. Donc c'est-à-dire que, il doit pas faire un signalement en disant: «Oui, je crois que c'est vrai ou qu'il y a eu telle infraction». Non, il doit être certain que ce qu'il dit est vrai. Ou en tout cas des raisons, en tout cas vraiment bonnes pour se dire: «Ça c'est vraiment, ce que l'entreprise a fait, ça ne va pas et je le signale». Voilà. Hem Évidemment, potentiellement, s'il y a un conflit entre vous et le travailleur à ce niveau-là, il y aura un juge qui va trancher et il y a déjà des balises qui ont été établies pour, déterminer, le niveau de raisonnable, mais, voilà, ça c'est juste à titre d'information. Ensuite, il y a, ce fameux champ d'application. Heu, qu'est-ce que ça comprend concrètement? Il y a toute une série, de matières qui a été déterminées par, l'Union européenne et par la loi belge. Il y a tout ce qui est les marchés publics, s'il y a eu, des infractions en matière de marchés publics, que ce soit les délais, les procédures à respecter, la sécurité des transports aussi, auss voilà, si potentiellement votre entreprise ne respecte pas ou vous avez connaissance de certains, infractions par rapport au code de sécurité. Ça aussi, vous pouvez signaler tout ce qui est sécurité alimentaire, protection de la vie privée, hein, RGPD. Si votre entreprise n'est pas en conformité, potentiellement, vous pourrez signaler en interne.
tout ce qui est, services, produits financiers, blanchiment d'argent, terrorisme. Bon, j'espère pour vous que votre entreprise n'en est pas là, mais voilà, potentiellement, vous pourriez le signaler aussi. Protection de l'environnement, santé publique, fraude fiscale, intérêts financiers de l'Union européenne et marchés intérieurs. Donc tout ce qui est lié je vais dire, au secteur bancaire et commercial, sur l'Union européenne, lié en tout cas aux règles européennes, sécurité et conformité des produits, tout ce qui est lié au nucléaire, la protection des consommateurs et fraude sociale liée au droit du travail. D'accord? En interne, vous pouvez évidemment élargir ce champ d'application si vous le souhaitez. Attention, plus vous élargissez le champ d'application, plus vous allez recevoir des signalements qui potentiellement ne seraient peut-être pas justifiés ou en tout cas ne rentrent pas dans vos compétences en interne. Donc, c'est vraiment parfois risqué d'étendre. Donc, si vous souhaitez étendre, n'étendez pas trop non plus. Ça, c'est ce que je vous recommande personnellement. Ensuite, quels sont les canaux de signalement? Donc, je vous ai dit dans les conditions à respecter, il y avait ces fameux champs d'application et ensuite, il faut respecter les procédures. Il faut rentrer dans une des procédures. Je vous avais dit qu'il y en avait 3. Alors, les voici. Le signalement en interne, le signalement en externe et la publication dans la presse. Vous, ce que vous devez faire en tant qu'entreprise, c'est insérer ce qu'on appelle un signalement en interne. Donc, vous devez avoir un outil qui vous permet que vous donnez accès à vos travailleurs qui va pouvoir vous envoyer potentiellement un message ou tous des éléments, des fichiers qui vous dit, ben voilà, j'ai constaté ceci, voici les preuves et hop, il vous envoie et vous allez gérer ça en interne, d'accord? Et donc, il y a tout ce processus à faire. On verra par la suite comment est-ce qu'on fait pratico-pratiquement, mais voilà. Et ensuite, il y a tout ce qui est signalement en externe. Donc, on va vers les autorités compétentes et qui ont été désignées compétentes selon la matière pour faire ce signalement. Et le dernier recours, vraiment le dernier, c'est la publication dans la presse, en sachant qu'attention, publication dans la presse, il y a toujours, c'est toujours risqué parce que si les éléments ne sont pas vrais, ben voilà, c'est un peu compliqué. Il y a tout ce qui est diffamation. Voilà, en général, c'est vraiment le dernier recours à utiliser. C'est pour ça que mon schéma est un peu selon des flèches. Donc, idéalement, c'est d'utiliser le signalement en interne dans un premier temps, le signalement en externe si vraiment il n'y a pas les ressources en interne ou que la solution trouvée en interne ne convient pas. Et puis, vraiment, le dernier recours, la publication dans la presse. D'accord? Hop. Et donc voilà, on va rentrer ici plus en détail sur ce qui vous concerne, le signalement en interne. Donc le signalement en interne doit être mis en place pour tout ce qui est secteur public et privé. Heu, L'obligation, c'est que, vous devez mettre en place un signalement en interne si vous avez plus de 50 travailleurs, mais vous pouvez le faire aussi si vous avez moins de 50 travailleurs. D'ailleurs, c'est, parfois recommandé, surtout, si au niveau des gestions d'équipe, c'est beaucoup plus intéressant, il y a beaucoup plus de transparence, enfin voilà, il y a tous des avantages qui fait que, le mettre en place, même si c'est pas une obligation légale pour les entreprises de moins de 50 travailleurs, ça peut être intéressant pour tout ce qui est gestion au quotidien et organisationnel. Voilà. Heu et ensuite, il y a tout ce qui est modalités pratiques, tout ce que vous devez faire au niveau légal et au niveau, mise en place pour vous mettre en conformité. C'est pour ça que nous, on a créé un pack et un partenariat avec la CCIBW. Nous, on s'occupe de tout ce qui est, documents légaux à se mettre en conformité et Céline, avec la CCI, vous offre un outil, hyper complet et qui reprend vraiment toutes les obligations légales qu'il faut, parce que ça doit vraiment cocher plein de cases. Et donc là, vous avez en fait un pack, clé en main. On fait tout pour vous et demain, vous êtes en conformité avec la législation. Donc c'est vraiment parfait. Je vends un peu mon produit, mais en tout cas ici, c'est hyper intéressant pour vous. Mais au-delà de ça, voilà, il y a plein de choses à faire. Il faudra désigner une personne de confiance, hein, ce qu'on appelle aussi un whistleblower officer, qui va gérer en fait, au quotidien, ces signalements. Et il faudra, aussi créer ce qu'on appelle une politique de lanceur d'alerte
afin d'informer, que ce soit, vos fournisseurs, vos actionnaires, les travailleurs de, comment est-ce qu'ils peuvent faire un signalement, quels sont leurs droits, et donner plein d'informations juridiques que notamment je vous ai énumérées au-dessus. Mais voilà, donc c'est important de les informer parce que, voilà, nécessairement, ils vont pas, venir vous poser les questions parce que ce serait un peu, problématique en termes de confidentialité, d'anonymat, c'est pas vraiment top donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez implémenté, votre processus, en interne, vous devez absolument consulter et avoir l'accord des partenaires sociaux quand vous avez choisi tout ce que vous allez faire et potentiellement discuter avec eux s'il y a des choses à changer. Ça aussi, on peut vous aider à discuter avec eux potentiellement. Il y a aussi tout ce qui est, préparer une procédure de signalement. Ça, c'est plutôt Céline qui vous aide dans ce cas-là, à préparer et mettre en place une plateforme vraiment hyper simple d'utilisation et franchement, je vous la recommande. Et ensuite, le plus important aussi, et c'est en tout cas un élément important aussi, c'est pas oublier de sensibiliser en interne vos travailleurs. Ça passe par la communication d'une politique, mais aussi peut-être leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent faire, à quoi ça sert. Parfois, c'est intéressant parce qu'ils se disent, et je crois que c'est la plupart des gens qui ont vu les lanceurs d'alerte arriver se sont dit oh, c'est encore une obligation légale, je comprends rien, je vois même pas à quoi ça sert. Enfin, soyons honnêtes, il y a beaucoup de gens qui se sont dit ça. Mais voilà, je crois que c'est important de les sensibiliser et de leur offrir des possibilités de communiquer avec vous, de façon, confidentielle et anonyme. Et ensuite, il y aura évidemment une potentielle mise à jour du RGPD et du règlement de travail, parce qu'il va y avoir toute une série de données personnelles qui vont aussi être, communiquées, dans ce cadre-là. Donc il faudra peut-être remettre à jour votre RGPD ou en créer un tout à fait si vous ne l'êtes pas du tout à jour. Ça, c'est autre chose et aussi, potentiellement insérer un petit élément par rapport aux lanceurs d'alerte dans le règlement de travail. Donc si vous devez aussi, remettre à jour votre règlement de travail, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Faites d'une pierre deux coups, c'est vachement plus simple. Donc voilà. Ça, c'était pour l'aspect pratico-pratique de ce que vous devez faire. On va rentrer un peu plus dans les détails ici. La personne de confiance, concrètement, comme vous la désignez, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est la personne qui va gérer les signalements et cette personne doit être absolument indépendante. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais rendre des comptes sur ce qu'elle fait par rapport aux lanceurs d'alerte à un supérieur, à la direction ou quoi que ce soit. Elle est indépendante, elle enquête de manière indépendante, c'est elle qui a toutes les informations. Potentiellement, elle peut venir demander quelles sanctions qui seront prises sur base de tels faits, mais en tout cas, c'est elle qui gère tout ce qu'elle fait au niveau des lanceurs d'alerte, d'accord? Et elle doit évidemment s'assurer de tout ce qui est confidentialité et anonymat. Elle ne doit rien divulguer à aucun moment sur les noms, qu'elle aurait en sa possession ou divulguer aucune information qui pourrait, faire qu'on déduise le nom d'une personne. Donc, c'est très important, en tout cas la notion de personne de confiance ou whistleblower officer comme on l'appelle aussi, c'est à grosso modo la même chose que pour, des élections sociales, et ce genre de choses, quoi. Ça va? Heu que mettre dans sa politique, hein, lanceur d'alerte, j'ai un peu faire le tour, hein. On va insérer, tous les rappels liés au champ d'application. C'est important pour les travailleurs de savoir, qu'est-ce qui dans quelle matière est-ce qu'ils seront protégés, hein, et si vous venez à étendre ces matières-là, c'est important aussi de le communiquer. Les coordonnées de la personne de confiance et comment est-ce qu'on va prendre contact avec lui. Ici, dans le cadre de notre partenariat, il y a la plateforme de Céline et tout se fait via la plateforme. Alors, je la laisserai teaser parce que je commence à donner beaucoup d'informations et je la trouve vraiment très passionnante, donc c'est pour ça. Hem et il faut aussi expliquer les conditions et mesures de protection. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y avait 3 conditions à respecter, les procédures, le champ d'application, être sûr que les informations qu'on communique sont vraies. Voilà, c'est rappeler ces petites conditions et évidemment aussi expliquer quelle est la procédure, comment est-ce qu'on introduit un signalement et quel sera le suivi qui sera donné à ce signalement. On rappelle les règles en matière de RGPD, qu'est-ce qu'on va faire avec les données, qui seront récoltées dans le cadre d'un signalement, hein. Donc ça, c'est une obligation légale en matière de RGPD à insérer aussi et puis, rappeler qu'ils peuvent aussi faire des signalements externes et des divulgations publiques éventuelles.
Donc ça, c'est grosso modo, idéalement, ce qu'il faudrait mettre dedans. On peut approfondir davantage, mais voilà, comme ça, vous voyez un peu le pipeline de ce qu'il faut mettre. Une fois que vous avez reçu votre signalement, quelle est la procédure idéale à suivre? Une fois que vous avez reçu le signalement, vous avez, l'obligation de répondre dans les 7 jours. C'est-à-dire un accusé de réception, c'est suffisant. On dit: «Voilà, j'ai bien reçu votre signalement». Ça suffit et c'est dans les 7 jours. Ensuite, une fois que vous avez, fait ça, vous allez commencer à analyser, le signalement. 1re chose, c'est vérifier la recevabilité. Vérifier qu'il rentre bien dans le champ d'application et qu'il respecte plus ou moins bien, les conditions. Mais si je vais dire, il introduit un signalement chez vous, finalement, il remplit déjà la première condition de respecter, les signalements. Il faut juste s'assurer, que le signalement qu'il a fait, était plus ou moins vraisemblable, en tout cas que c'est pas fait pour éviter éventuellement une sanction. Et ensuite, il y aura évidemment vérifier le champ d'application, s'assurer que, il rentre bien dans une des matières. S'il rentre pas dans une des matières ou qu'en tout cas c'est pas recevable, alors vous allez l'informer que voilà, vous ne donnez pas suite parce qu'il ne rentre pas dans le champ d'application et vous énumérez alors les champs d'application et il s'en rendra compte par lui-même. Hem, Ensuite, si vous allez vérifier la compétence, donc vérifier que vous avez les ressources en interne et ou tout du moins qu'il n'y a pas une autorité, qui pourrait être compétente autre que vous. Par exemple, tout ce qui est fraude fiscale, en interne, c'est relativement difficile à gérer. Donc, vous allez peut-être devoir faire appel à des ressources extérieures comme l'administration fiscale ou comme, un juriste qui peut potentiellement vous aider. Donc, voilà, là, potentiellement, vous allez lui l'informer que, vous avez renvoyé vers les autorités compétentes qui, en tout cas, ont les ressources, et la compétence pour gérer ça en externe. Et si, voilà, vous avez totalement les compétences pour le faire, il y a pas de souci, on passe à l'enquête, hein, l'étape suivante. Vous allez vérifier, investiguer, c'est vraiment le travail d'un enquêteur. Vous allez interroger, les gens, vous allez essayer de trouver les informations, c'est susceptible de les trouver, tout en conservant, attention, je le rappelle, la confidentialité et l'anonymat. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, vous pouvez divulguer des informations qui potentiellement pourraient faire en sorte qu'on trouve la personne. Donc faites toujours bien attention, en tout cas, le whistleblower qui sera désigné doit toujours bien faire attention à ça. Je sais que parfois, il y a des informations qui sont fournies sans faire exprès, sans savoir. Voilà, il faut en tout cas un maximum faire attention. Si l'enquête, n'aboutit à rien en disant: ben voilà, les informations fournies, et l'enquête réalisée n'a rien donné, c'est pas vraiment vrai ce qu'il a indiqué», ben, voilà, vous l'informez que vous ne donnez plus suite et vous donnez les raisons du pourquoi. Et donc, si jamais ça s'avère vrai et qu'en tout cas, il y a une sanction à prendre par rapport à l'infraction qui a été signalée, alors vous allez consulter, les autorités en interne qui sont habilitées à sanctionner. Évidemment, si c'est, une infraction de votre directeur, n'allez peut-être pas voir directement votre directeur pour qu'il s'autosanctionne, hein. C'est pas l'idéal, mais allez, il y a toujours une personne, par exemple, un directeur, il y a toujours un conseil d'administration aussi potentiellement, et au-dessus du conseil d'administration, il y a les actionnaires. Je sais que parfois, c'est des gens moins accessibles quand on est un travailleur, surtout dans des grosses entreprises. Mais voilà, c'est votre job aussi et ils sont censés être à l'écoute de tout ça. Donc voilà, ici, il faudra aller vers la personne qui potentiellement peut les sanctionner. Évidemment, encore une fois, je le rappelle, confidentialité, anonymat, on donne simplement les faits, on ne donne pas de nom, on donne le moins d'informations possible qui peut, potentiellement, faire deviner sont les personnes concernées, et qui est le lanceur d'alerte et s une fois que les sanctions sont prises, évidemment, c'est comme à chaque fois, on fait un suivi à la personne, on l'informe des sanctions qui ont été prises, on, lui dit clairement, ce qu'on va faire et voilà et que potentiellement si les mesures prises il n'est pas content avec, il peut aller voir les autorités, externes et voilà. Et petite dernière information, le délai pour faire toute cette procédure est de 3 mois minimum à 6 mois si vraiment la procédure est vraiment très, très compliquée, c'est 6 mois maximum ou 3 mois si c'est un peu moins compliqué. Donc
Donc voilà, veillez à faire attention à ces délais. Si potentiellement vous êtes un peu en retard, c'est pas non plus très, très grave, mais c'est les délais légaux qui ont été choisis. Ensuite, j'attire, votre attention encore une fois sur, ces personnes de confiance. Elle doit toujours bien veiller à protéger, les lanceurs d'alerte, hein, donc tout ce qui est confidentialité, anonymat et l'autre élément dont j'ai moins parlé, c'est le stockage et les procédures de sécurité. Donc quand vous allez avoir des informations, veillez à toujours, avoir un endroit de stockage de ces informations où personne d'autre n'aura accès. C'est pour ça que avoir une plateforme d'un outil qui concentre tout et il y a rien qui sort de cette plateforme est hyper intéressant en matière de sécurité et on est sûr qu'il y a que vous qui pouvez, y avoir accès. Évidemment, sécuriser aussi vos mots de passe, qui donnent accès à vos outils, et si vous sauvegardez des choses en interne, veillez à sauvegarder à un endroit où seulement vous, ayez accès. Ça va. Heu, Ensuite, tout ce qui concerne les personnes mises en cause, je rappelle quand même qu'ils sont aussi protégés sur certains éléments et je l'ai dit, hein, à plusieurs reprises, leur identité doivent être protégées. Il y a aussi tout ce qui est présomption d'innocence, donc tant que vous n'avez pas des preuves concrètes, que cette personne a vraiment bien commis l'infraction, vous ne pouvez pas, lui le sanctionner pour des choses qui potentiellement il pourrait avoir fait, hein. Il faut vraiment, toujours bien s'assurer que, ce qui a été, dit est vrai et pas le sanctionner pour des choses qui ne sont pas vraies. Je crois que personne n'aimerait se faire sanctionner pour quelque chose qu'il n'a pas fait donc voilà, et ensuite respecter ses droits. Il a le droit aussi d'être entendu. C'est toutes des obligations qui en droit pénal sont appliquées, donc ici c'est un peu la même chose, hein. Donc respecter son droit à être entendu, et son droit à la présomption d'innocence donc voilà. Ensuite, la mise en conformité, pour petit rappel, était prévue pour le 17 décembre. Donc, ici, pour ceux qui l'ont pas encore fait, vous êtes en retard. Hem, Concrètement, quelles sont les sanctions que vous pouvez, vous voir infliger si vous le faites pas? C'est 3 ans d'emprisonnement, et ou 48 000 € d'amende. En général, à l'heure actuelle, c'est plutôt des amendes que des emprisonnements. Mais, en tout cas, les sanctions sont salées, donc, veillez quand même à vous mettre en conformité. Voilà, c'est quand même un petit budget, d'économiser. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette première partie, ou si j'ai pas été claire sur des points, n'hésitez pas à me poser la question. Heu, on aura une autre, séance de questions-réponses de toute façon, donc, hésitez pas à mettre dans le chat des questions, qui vous viendraient potentiellement et je vais maintenant céder la parole à Céline qui va vous expliquer, l'outil hyper intéressant, que la CCI a mis en place. Je crois que j'ai déjà bien teasé et vendu, mais voilà, elle vous l'expliquera mieux et voilà, je trouve ça hyper intéressant et donc, je vous la recommande, vivement. Ah oui, Merci. j'ai quand même oublié que, voilà, c'est le plan pub, mais voilà, on a quand même délivré des webinaires, On mais le je vous remettra après, remercie comme quand ça, même, mais bon, voilà, ah, je je te donne la parole, Céline, merci, avec excuse-moi. non, non, pas de souci. Que du contraire, on avait dit qu'on regardait, tout ce qui était plus légal, l'obligation de la loi. Alors beaucoup d'entre vous sont en train de se dire: «J'ai rien compris, il faut, ceci, il faut cela, ça va prendre un temps plein, il faut que je mette en place des choses». Le whistleblower officer, comme on l'appelle et je vais l'appeler comme ça plutôt que personne de confiance, pour lesquels j'ai une petite distinction, mais voilà, j'y reviendrai. L'objectif ici, c'est vraiment de vous montrer que les chambres de commerce, leur rôle, c'est vraiment d'informer sur les réglementations pour vous éviter, les amendes, mais pas que. Et que ça fait, plusieurs années maintenant qu'on est attentif à la réglementation européenne, qui est passée il y a déjà plusieurs années, et que, voilà, on attendait la mise en route en Belgique, et on était prêts parce que notre rôle, c'est la simplification administrative pour, vos entreprises. Donc oui, hem je ne sais pas passer les slides, Ah, je vais le passer alors. ouais. Alors oui, vous allez vous dire que c'est encore une contrainte, administrative, que c'est encore une protection du travailleur, que c'est encore du travail pour l'entrepreneur. Vous allez voir que,
il y a moyen d'en faire une opportunité, mais surtout, il y a moyen de se simplifier vraiment la vie grâce à la plateforme que je vais vous présenter, mais aussi penser autrement. Donc, Alexandra l'a dit, la législation, elle est vraiment faite pour que des activités illégales soient relatées à l'entreprise tout en protégeant la personne qui le fait. Alors, ce sont des activités légales ou des abus de droit, comme on dit, donc pas n'importe quel abus ou n'importe quelle plainte. Alexandra l'a dit. Mais surtout, ce qui est important, c'est de se dire que ben, il n'y a que vos travailleurs ou les parties prenantes qui peuvent être informés justement de ce type d'agissement. Vous n'êtes parfois, en tant que chef d'entreprise, pas informé de ce qui se passe dans votre hangar ou dans votre succursale. Pourquoi? Parce que, ben, on le sait, hein, tout le monde cherche un peu entre soi, mais ne le dit pas spécialement. Et parfois, ben, c'est dommage de ne pas l'avoir entendu. On se dit toujours: «Ah, c'est trop tard, si je l'avais su». Ah bah oui, toute l'équipe le savait. Ah ben si j'avais su. Donc quelque part, la plateforme et la protection des lanceurs d'alerte, vous pouvez le voir de cette manière-là. C'est pour ça que peu importe la taille de l'entreprise, c'est toujours utile. Donc enfin, je ne vais pas lire mes slides, vous savez les lire, en même temps que moi, mais donc l'idée, c'est vraiment ça. Et donc c'est de se dire que le lanceur d'alerte, il peut vous aider à détecter des menaces que vous n'auriez jamais su, par ailleurs. Tu peux passer l'autre slide? Ouais. Voilà, alors c'est le précédent, ça c'est déjà le troisième. Voilà. Alors, contrainte ou opportunité, donc très clairement, il y a eu des études qui ont été faites et qui ont dit que ça pouvait être vraiment une valeur ajoutée. Alors, hem, c'est vrai que, comme je viens de le dire, ça permet à l'entreprise d'identifier plus rapidement, les fraudes ou les irrégularités en interne. Ça instaure aussi, et ça, Alexandra l'a dit, c'est important d'informer vos travailleurs ou vos parties prenantes pour la culture de l'entreprise, la transparence, la communication. C'est vraiment important aujourd'hui, je pense, dans tout ce qui est notamment gouvernance et développement durable, de pouvoir avoir une transparence en interne, de permettre à vos employés de ne pas rester frustrés avec une information qu'il aurait et qui ne serait pas traitée, qu'il aurait envie de vous dire, mais par crainte de représailles, ne vous le dirait pas. Donc, ça fait vraiment partie, alors pour les entreprises de plus de 50 personnes, si vous connaissez un peu les objectifs de développement durable, c'est une obligation légale, donc elle ne rentrera pas dans une action, mais la mettre en place, c'est de la bonne gouvernance et c'est du développement durable. Pour les moins de 50 personnes, vous pouvez le mettre en place. C'est une action qui rentre dans les certifications de développement durable. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, avec, beh, voilà, on attire les talents, on essaye de faire croire, dans les valeurs de l'entreprise, mais ça aussi, c'est une valeur dans l'entreprise, de permettre à vos travailleurs de finalement être transparents, informés et de ne pas être sanctionnés. Alors, quand, voilà, je viens de le dire, hein, gestion, durable et efficace de l'entreprise. Hem, on l'a dit, plus de 50 personnes, la règle, c'est la confidentialité. Donc, je vais répéter un peu ce que Alexandra a dit, mais c'est important. La confidentialité, c'est quoi? Le canal interne, il doit être existant et la personne qui le gère doit garder tout secret. Donc il a peut-être ou pas, hein, le nom de la personne, son adresse IP, que sais-je. Il a peut-être identifié une photo, il a peut-être enfin, peu importe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un poids quelque part sur le whistleblower officer ou sur la personne qui reçoit les informations. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Si vous avez une plateforme ou un canal de signalement qui est complètement anonyme, bah, vous pouvez remplir euh, plus facilement votre obligation, mais aussi ça permettra à vos employés d'être plus enclins à faire ce signalement. Donc, qu'est-ce qui, je le disais tout à l'heure, donc qu'est-ce qui arrive quand un de vos employés ou un de vos fournisseurs, une partie prenante, que sais-je, perçoit quelque chose, il y a un vol dans votre hangar et toute l'équipe le sait. Et il n'y a personne qui ose le dire parce qu'ils ont peur qu'il y ait des représailles, qu'ils soient protégés par les syndicats, que sais-je. Ben, soit il se dit, tant pis, moi j'ai pas peur, je vais aller balancer ça dans la presse.
soit il se dit, mais j'ai peur des représailles, et voilà. Et puis ça crée une frustration dans l'organisation, etc., etc. Et donc, cette transparence, elle est vraiment importante aussi pour l'organisation, pour le bien-être de l'équipe. L'écoute des employés, c'est aussi quelque chose et une valeur d'entreprise qu'on donne aujourd'hui. Donc, ce canal, on a parlé des critères. Vous avez vu, il y en a tout plein. Vous êtes en train de vous dire, mais comment est-ce que je peux répondre à tous ces critères? Il y a des dates, il faut respecter. Le whistleblower officer, ça va lui prendre un temps plein. Il va devoir être enquêteur, etc., etc. Oui, sauf que si vous avez bien organisé ça, vous allez voir que tout peut rentrer enfin, dans toute catégorie d'entreprise, de la plus petite à la plus grande, de l'entreprise en Belgique, de l'entreprise en Flandre, en Wallonie, au Luxembourg ou en France, puisque c'est une réglementation européenne. Et donc, l'outil clé en main qu'on propose, c'est un outil qui a été formé par les chambres, qui a été créé par les chambres de commerce en Finlande à la base, puisque c'est européen aussi. Et donc, ben voilà, comme on est un grand réseau, il a déjà fait ses preuves là-bas. Maintenant, elles feront leurs preuves en Belgique. Alors, notre accompagnement, oui, Alexandra, voilà. Donc, on a dit, ce canal, il doit être accessible à tout le monde, d'accord? Puisque l'obligation légale, c'est de rendre accessible le canal. Donc, vous avez ici des sites internet bidons. Alors, où est-ce que ça peut être le plus accessible à vos fournisseurs, à vos parties prenantes, à votre conseil d'administration, à vos employés? Bah, c'est sur votre site internet ou votre intranet, mais l'intranet, c'est déjà un peu plus limite puisque ce n'est pas ouvert à tout le monde. Donc ici, l'objectif, c'est de permettre à tous les lanceurs d'alerte de pouvoir le faire. Donc, vous mettez ça, par exemple, voilà, dans le bas de votre page, avec l'accueil, la présentation, vos mentions légales, etc., etc. Voilà, ça s'appelle protection des lanceurs d'alerte, politique de protection des lanceurs d'alerte. Et une fois que vous cliquez dessus, là, en page, la page suivante, vous arrivez sur une page qui est en SaaS. Et là, ça, c'est le layout de la plateforme lanceur d'alerte benji.be, qui est customisé, évidemment, à l'entreprise. Donc, vous avez votre logo, donc la personne qui clique sur le lien, le lanceur d'alerte, qui clique sur le lien, arrive sur cette page. Il peut choisir sa langue. Ça, c'est à vous de voir si vous avez une entreprise bilingue, trilingue en Belgique ou même quadrilingue, ou une succursale à l'étranger. Vous devez permettre à la personne d'être informée, donc via tout ce que Alexandra vous a dit, mais aussi sur la plateforme. La plateforme doit être accessible à tout le monde dans sa langue. Il y a l'explication très claire en cours, qui est, enfin, cours, dans le sens, c'est au niveau du nombre de caractères, et les infos impératives, c'est-à-dire qu'on lui dit qu'il est sur ce canal de signalement, qu'ils seront anonymes, qu'ils recevront dans les 7 jours une info, etc., etc. Donc, quelque part, c'est un rappel de tout ce qui aura été fait en amont dans l'information qui vous aura été donnée, qui aura été donnée à votre personnel, partie prenante, etc. Vous voyez qu'en dessous, vous pouvez aussi mettre vos conditions d'utilisation ou votre policy complète pour que tout le monde puisse la lire dans la langue, c'est anglais, français, néerlandais, allemand, espagnol, non, non, je ne pense pas. La plateforme est traduite, mais pas toutes les policies, à moins de le faire vous-même. Et donc, on fournit aussi ce genre d'informations. Alors, ça, c'est ce que voit le lanceur d'alerte. Donc, le lanceur d'alerte, c'est facile. Il arrive, il clique sur soumettre un signalement. Tu peux passer à l'écran suivant. Et il arrive sur cette page. Sur cette page, il y a quelle est votre préoccupation, le descriptif du cas et les pièces jointes éventuellement. Alors, évidemment, vous avez vu que jusqu'à présent, il n'y avait nulle part la possibilité pour le lanceur d'alerte de mettre ni son nom, ni son adresse mail, ni quoi que ce soit. La plateforme permet l'anonymat complet. Donc, une fois que cette plateforme est en route, ni la chambre de commerce, ni l'entreprise ne peut retrouver la personne qui vient de signaler. Donc, elle va mettre vos préoccupations. J'invente. Il y a dans la succursale chinoise quelqu'un qui engage des enfants. OK. Donc ça, après, ça part au whistleblower officer qui... Oui, donc pardon. Le lanceur d'alerte clique sur envoyer.
et il reçoit un numéro qui est unique. C'est son numéro d'identification qui n'appartient qu'à lui. Il ne peut pas le perdre. C'est ce qui l'identifiera pour aller voir le suivi qui sera donné à sa demande. Donc, il doit absolument le garder quelque part, dans son GSM ou ailleurs, peu importe. Mais si ce numéro n'est pas conservé, il n'y a plus moyen de retrouver, en tout cas pour lui, d'avoir un suivi. Le whistleblower officer reçoit un mail en disant, tiens, là tu peux passer au suivant, tiens, Ouais. donc, vous avez reçu une notification d'un lanceur d'alerte. Le whistleblower officer va pouvoir avoir ça, c'est son admin. Donc, il aura directement tous les statuts des demandes, des signalements, avec, selon les critères de la loi, quand le signalement a été envoyé, la date où il va recevoir un autre signalement ou un suivi de signalement, la date d'expiration, etc., etc. Le whistleblower officer, tu peux passer à la suivante. C'est très simple. Donc, non seulement il reçoit un mail, donc il ne doit pas se loguer tous les jours à la plateforme. Il reçoit un mail en lui disant, vous avez un nouveau signalement. Il recevra aussi un mail en lui disant, vous n'avez pas encore répondu, vous avez 7 jours pour le faire. Donc, la plateforme va lui rappeler tout seul. Donc, quelque part, c'est aussi une gestion importante de simplification pour lui. Et puis, il va vous dire quand la personne vous a répondu. Si vous, le slide suivant, le whistleblower officer, il va voir quoi? Il va voir que la personne lui a envoyé un mail, il va pouvoir lui répondre. Lui répondre quoi? Donc, je reprends mon exemple. Il y a des enfants qui sont appelés par notre succursale chinoise. Le whistleblower officer a 7 jours et c'est signalé par la plateforme, c'est très facile, pour répondre, j'ai bien reçu votre demande, nous allons la traiter. Il peut déjà engager un dialogue avec le lanceur d'alerte en lui disant, comment est-ce que vous avez pu détecter ça, qu'est-ce qui vous fait dire que, etc. Donc, comme le disait tout à l'heure Alexandra, ben, il est important pour le whistleblower officer d'essayer de savoir si c'est vrai. Et la plateforme est conçue comme un chat, pas un chat en live, mais à chaque fois que le whistleblower officer va répondre au lanceur d'alerte, il va y avoir un suivi, etc. Attention, comme je le disais tout à l'heure, le lanceur d'alerte, il n'a jamais mis son mail quelque part. C'est complètement anonyme. Donc, c'est à lui à aller voir de temps en temps sur le lien, réintroduire son code pour avoir la réponse. Et ainsi de suite. Il va répondre en disant euh, bah, c'est ma petite fille qui m'a dit que sa copine à l'école travaillait dans l'usine de. Ok. Et donc, ainsi de suite. Le whistleblower officer peut, s'il le souhaite en tout cas, euh, lui demander qui il est, lui demander d'où il vient, etc. C'est pas interdit à partir du moment où c'est voulu. La plateforme, elle, va anonymiser tout. Quand Alexandra disait que l'archivage, le stockage devait être bien sécurisé, la plateforme, elle le fait. C'est la plateforme qui le fait. Donc rien n'est sur l'ordinateur ou le réseau de l'entreprise, uniquement sur cette plateforme. Le whistleblower officer, ils peuvent être plusieurs. C'est pas nécessairement la personne de confiance. Et là, on en revient aux, au type d'alerte qui peuvent être lancées. Si c'est quelque chose qui revient des ressources humaines, parce que vous ne vous entendez pas avec le bureau d'à côté, ça ne rentre pas dans la plateforme. Ici, il faut vraiment répondre. Ben, on l'a dit, c'est non exhaustif, mais aux obligations ou en tout cas aux sujets qui sont définis par la loi, mais aussi tout ce que vous, en tant qu'entreprise, vous avez envie de mettre. Comme le disait Alexandra, il ne faut pas faire une usine à gaz. La seule chose qui est importante, c'est vraiment de se dire que tout ça peut être conservé et peut être aussi dupliqué avec un autre whistleblower officer. Nous avons une entreprise qui a des succursales en Allemagne, en Espagne et en France. Et il y a un whistleblower officer qui est dédié. C'est la même plateforme, c'est le même canal. Ils peuvent se communiquer entre eux. Ils peuvent, si jamais il y avait voilà, un congé ou quelque chose comme ça, la plateforme sert d'outil documentaire et de suivi. Donc elle répond en tout point à l'obligation de la norme. Et quand le temps imparti, donc c'est-à-dire 3 mois, puis 6 mois, seront passés, bah, vous aurez l'opportunité de soit avoir résolu l'affaire, donc avoir enquêté, etc. Attention, ce n'est pas non plus des enquêtes, enfin, ça dépend un peu de la taille de l'infraction, et la plateforme vous le dira. Donc, quelque part,
pour le whistleblower officer, il y a une réelle facilité d'utilisation. Tu peux passer peut-être à l'étape suivante. Donc, si je récapitule par rapport à tout ce que Alexandra vous a dit, le canal interne, vous pouvez l'avoir. Ça doit être un canal interne au-dessus de 50 personnes. Il est développé pour vous, il est customisé à votre image d'entreprise, il est accessible facilement, donc à condition d'avoir bien informé vos parties prenantes. Ça garantit l'anonymat complet, et donc a fortiori, qui peut le plus peu loin, la confidentialité. Et le RGPD est respecté, c'est l'anonymat qui prime. Après, il n'y a aucune donnée du lanceur d'alerte. Si le lanceur d'alerte a envie de donner ces informations, c'est au whistleblower officer de respecter la charte de RGPD, comme l'a dit Alexandra. Ensuite, voilà, l'outil répond à tous les critères. Donc la facilitation pour le whistleblower officer et donc pour l'entreprise, de ne pas avoir déjà dû créer une usine à gaz soi-même, essayer d'anonymiser tout, etc. C'est un accès unique à l'interface pour le whistleblower comme pour le lanceur d'alerte. Il y a une gestion assistée des délais avec des accusés de réception, etc. Je vous l'ai dit par email. Vous pouvez classer vos informations si vous avez des dossiers, des documents liés, ou, etc., etc. Et surtout conserver l'historique. L'ordinateur de la personne est peut-être en réseau dans l'entreprise, mais comme c'est sur la plateforme, l'entreprise ne saura jamais rien. Donc la confidentialité, l'anonymat est complètement assuré. Il y a possibilité d'avoir plusieurs whistleblower officers si vous êtes en congé. Ils peuvent interagir entre eux. C'est parfois intéressant aussi pour réfléchir, pour enquêter. Et puis, vous avez une preuve. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des sanctions. Indépendamment des sanctions, je pense, comme je l'ai déjà dit, c'est de la bonne gouvernance, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais surtout, vous avez toutes les preuves devant vous. Vous avez le contrat avec la chambre de commerce qui vous dit que vous avez mis un canal interne. Vous montrez votre site avec le lien. C'est accessible. Vous montrez la plateforme éventuellement parce qu'il y a dedans, puisque c'est confidentiel. Mais vous montrez que ça fonctionne. Et tous les documents que vous avez reçus de votre légal, notamment Légal PME, qui peut fournir toutes les policies, vous aider à discuter avec les syndicats, etc., etc., et montrer que vous avez bien informé le personnel. Donc ça, c'est aussi important. Si vous faites une réunion, faites bien un PV. Voilà, ça, c'était un peu tout ce qui correspondait à l'obligation de la législation. Alors, les chambres de commerce, ce que nous proposons, donc, c'est de créer, enfin, voilà, de vous aider à construire, en tout cas, toute la structure, en tout cas la stratégie, avec Légal PME ou votre légal, mais je peux vous dire que pour avoir travaillé avec Légal PME, ils sont très efficaces. Euh, nous nous déplaçons pour vous faire une démonstration, pour vous montrer comment ça fonctionne. Nous ouvrons le canal, on le customise à votre image, mais aussi à ce que vous souhaitez exactement. On forme et on accompagne le whistleblower officer, et ensuite, la plateforme est en route. Donc, ce que ça coûte, c'est le setup fee, comme on dit, hein, l'installation, la création, l'adaptation, et puis après, ben, forcément, c'est un hébergement, puisque c'est Internet, par mois. Et c'est en fonction de la taille de votre entreprise. Comme je me disais, il y a possibilité aussi de cumuler des succursales et donc d'avoir un canal comme ça qui permet d'avoir toutes vos entreprises bien en conformité, en tout cas en Europe. Si vous avez des questions, je suis là. Si vous souhaitez qu'on se rencontre, je suis là. Et je pense que Alexandra également. Sinon, vous pouvez aller voir sur lanceurdalertebelgique.be. Il y a quelques tutos assez bien faits, des questions-réponses et des facs qui vous permettront d'en savoir encore plus. Voilà, j'en ai terminé. Il est 12h50, c'est absolument fantastique. Sauf que, voilà, j'ai pris un petit peu plus de temps pour les questions-réponses, mais je suis disponible pour toutes les questions, et Alexandra aussi, qui se poseraient à partir de ce vaste sujet de lanceur d'alerte. Et là, je vois qu'on a une question. On peut peut-être y répondre maintenant. Il n'y a qu'une seule. Donc, je ne sais pas si ça te va pour toi, Céline. Oui, bien. Il y a une personne qui demande si le champ d'application peut-il couvrir également les aspects de non-compliance des règles liées au régime des sanctions, des certifications manquantes,
à caractère obligatoire auquel serait soumise l'entreprise dans le cadre de ses activités commerciales? Oui, bien sûr. Là, tout à fait. Il y a vraiment pas de souci, des temps, c'est comme on disait donc et franchement, dans ce cas-ci, c'est vraiment intéressant effectivement de le rajouter donc je trouve ça totalement, pertinent. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Céline? Oh, ça, c'est plutôt ton aspect, mais Oui? effectivement, ça peut couvrir enfin, tout ce qui est non réglementaire. En fait, les termes de la réglementation européenne, c'est toute infraction au droit européen. Voilà. Et Je après, crois chaque transposition est différente dans chaque oui, pays. effectivement. Donc voilà, en Belgique, on a vu que, il y avait des aspects imposés, et puis après, c'est en fonction de votre entreprise, évidemment. Ça dépend Mmh. quel est le secteur d'activité de votre entreprise. Mais oui. Mais je crois qu'on a répondu à la question parce qu'on nous a dit merci donc Merci pour je la vous question. remercie aussi pour la question effectivement. Donc voilà, je crois qu'il y a plus d'autres questions, mais si vous en avez d'autres, voilà, c'est comme Céline a dit, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponibles aussi l'une que l'autre. Donc c'est vrai que moi je l'ai pas dit, mais nous c'est Legal PME et vous nous trouvez facilement sur internet. Vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse info@legalpme.be ou vous poser toutes vos questions via notre site internet. Donc voilà, n'hésitez pas. Et Céline a déjà dit qu'elle pouvait. De toute façon, si jamais il y a des informations, des questions que vous avez, vous pouvez toujours aussi les envoyer à Céline. Elle reviendra vers nous potentiellement. Donc voilà, n'hésitez pas que ce soit l'un ou l'autre. On communique entre nous. Donc voilà, ça va? Voilà, le mot de la fin, c'est soyez rassurés sur cette obligation. C'est pas nécessairement une contrainte et elle peut être, voilà, vous avez un accompagnement qui vous permettra de vous mettre en conformité. Et ben voilà, je crois qu'il nous Ce reste sera le juste mot de à la fin. effectivement, c'est le mot de la fin. Donc voilà, je vous remercie tous pour, votre écoute et on va tous vous laisser aller manger si je crois que vous devez tous avoir faim. Voilà, il est 12h53. Si l'apéro est déjà passé, on vous souhaite un bon appétit et à très bientôt pour un autre webinaire ou pour une autre activité de la Chambre de commerce. Les webinaires qui sont toujours très très bien faits de Légal PME. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil aussi. Voilà, Merci. une bonne journée à tout le monde.